Tels que les périmètres maraîchers sont menacés de disparaître. L'Indin est niché entre la commune de Rufisque-Est, Bargny et le pôle urbain de Diamniadio. D'une superficie de 56 hectares, cette zone agroécologique approvisionne une bonne partie du marché d'Aquara en produits horticoles. Elle se rétrécit néanmoins peu à peu, cédant ainsi la place aux habitats. Et comme si cela ne suffisait pas, les maraîchers risquent d'avoir un voisin plus encombrant et plus nuisible à leur culture. La société MKA Excellence, connue dans la distribution des hydrocarbures, est en train d'ériger une station-service au cœur de la zone horticole. Une situation qui a mis en colère les maraîchers. Un reportage de Djibril Diallo et Papis Dem. De quel droit dispose-t-on sur une terre quand on l'a occupée et cultivée pendant plus de 50 ans? C'est la question qui se pose dans une nouvelle affaire de foncier ici à Lindin. Les maraîchers qui mènent ici leurs activités depuis plusieurs années ont vu ressurgir un propriétaire foncier qui dit détenir des papiers administratifs et qui aujourd'hui souhaite les déloger pour y construire une station de service. Il est à craindre que l'Indin perde sa réputation de grande pourvoyeuse de légumes, au rythme auquel l'urbanisation fonce vers les dernières surfaces de cette zone agroécologique. Ñun suñu problème dëgg-dëgg fi mu toll nii mooy problème mu suuf si problème mu suuf mooy suñu problème fi mu nekk nii waaw ndax dafa am nit ñoo xamante ni ñoo fi ñëw di jéem a xëccoo ak ñun suuf si ñun loolu mooy suñu. C'est l'histoire d'une affaire de foncier qui ressurgit. Il y a 2 ans, les maraîchers de Lindin s'étaient opposés à un lotissement de cette zone agricole. Un bras de fer qui les opposait à l'ancienne équipe municipale. Le maire d'alors de Rufisque-Est, nommé Boubacar Albendoy, a voulu mettre un lotissement. Donc nous nous sommes opposés à ce lotissement. Donc après, nous avons eu gain de cause. Bras de fer qu'ils avaient estimé gagné, mais aujourd'hui, ils font face à un nouveau front. Bon, le problème, c'est un problème foncier avec une entreprise nommée MK Excellence qui se trouve vouloir ériger une station d'essence ici dans cette zone. Voici la station-service en question en phase de construction sur un terrain de 1750 m² obtenu par Pierre Mboupe travaillant pour le compte de MK Excellence, une société spécialisée dans la distribution d'hydrocarbures raffinés, station d'essence carburant. Nous avons un terrain, nous avons l'administration Sénégal. Nous avons une délibération. Dougal ko par la voie du bail. Jaar cadastre, urbanisme, impôt, protection civile, nous visiter sur le terrain. Depuis quelques années, cette zone constituée d'espaces humides d'une importante valeur agricole continue d'abandonner des pans inquiets de ces terres aux promoteurs immobiliers. Une situation qui menace les activités horticoles. Et pourtant, les nouvelles autorités municipales avaient promis de mettre fin à la prédation foncière. Maire bi mu njëkkee génne sortie bi mu njëkk a def Elimane Sakho Sembène yaakaar naa ne ci zone boobu ci affaire station boobu juste moo amoon wax si la ñëwoon bi mu ñëwee mu ne incha allah rabbi tant que moom mu ngi fi du mës a signé benn këyit goo xamante ni moom bu mu signé bu jëm ci Lindin. Mais malheureusement dafa dem ba ci biir mu wone ne moom ci boppam ñu toog ak moom mu ne moom dafa signé na kayit gi ndax li tax mu signé kayit gi dafa juum moom noonu la ko waxee. La mairie dégage ses responsabilités et dit avoir délivré le permis de construire à la société MK Excellence en toute légalité. Maire dafa ne li ma signé dama ko signé en toute responsabilité. Une autorisation de construire station MK Excellence. Daf ko signé en toute responsabilité en tant que maire de la commune de Rufisque-Est.
l'État est une continuité am na ñu fi nekkoon mu nekk ay dossiers yoo xam ne fi lañ ko fekk waaye bu ñu defee passation de service nga la waay bu ñu ñëwee fekk fi kayit dañ naan équipe bi fi nekkoon naka signé waaw wala déet yaakaar naa ne ki fi nekk moo ko war a signé. Au Sénégal, les stations-service sont considérées comme établissements classés et leur implantation, surtout dans les zones comme celle-ci, obéit à des règles. Elle est autorisée par le ministère de l'Environnement à travers la Direction de l'Environnement et des établissements classés. Mais ici, les maraîchers s'interrogent sur l'application du dispositif réglementaire. dëppoowul ak mbayum jardin ndax gaasal ku ne xam na ne day dox ci suuf di naaw ci kaw loolu méngoowul ak ñun lañ fiy def ndax bu fekkoon ne da ko jëndoon pour ñëpp di bay maanaam danaa faal di wax ne gàncax mënta yàq morom mi dañ koy dalal sax pour mu mën a bay bokk ak ñun li ñuy liggéey loolu daal moo tax ñu xawoon a contre li nga xamante ni moom la fi bëgg a def. ñëpp xam nañ ne li ñuy wax carburant àndul ak environnement àndul ak maraîchage loo xam ne loolu ay énergie fossile la adduna bi yëpp di ko xeex ñu ñëw ba ci nga xam ne fu nga xam ne mooy poumon vert bi nga xam ne mooy aar Tëngéej yëpp ñu bëgg ko faa def di yàq mbéy mi loolu ñun loolu la ñuy wax ne ñun ànduñu si tey ànduñu si ëllëg te bëgg nañu autorité Tëngéej yi autorité étatique yi jóg si parce que maraîchers yi loolu duñ ko nangu. Pourtant, le promoteur dit avoir fait une demande à usage commercial. Requête accordée après la réalisation d'une étude d'impact environnemental et une vérification auprès de toutes les autorités concernées. Ce qui explique, selon lui, que tout a été fait dans les règles de l'art. Est-ce que man am naa sañ-sañu dëkk bi am préfet am sous-préfet am président de la République am gouvernement am lépp am administration ñi nekk cadastre urbanisme domaine mairie ma ñëw di tabax par force loolu dafa mën a ne xam nga étude boo xam ni boo ko defaree ba pare service de l'État yi yor affaire environnementale yi dafay jaar ñu approuvé ko ñëw ci site bi protection civile ñëw ànd ak le préfet ñu taxaw tamit xool approuvé ngay doog a nag avancé ñu yóbbu ko ci gouverneur commission bi daje ñu approuvé loolu lépp am nañ ko étude baa ngeen ñun. Une thèse que soutient la mairie de Rufisque-Est, commune dans laquelle se trouve ce poumon vert, véritable îlot de fraîcheur, qui voit aujourd'hui son avenir menacé par l'urbanisation galopante de cette zone de Rufisque-Est. parce que dafa déposer ay kayitam li mu war a déposer ak normes yi li mu laaj lépp station ku koy def di nga am quitus environnemental oui ou non kon autorisation construire moo ci gën a tuuti ñun autorisation construire lañ fi fekk signé ko te dafa fekk tous les services yi ko war a signé nañ ko amul dara loo xam ne laale nañ ko si wala jigéen nañ ko si. D'une superficie de 200 hectares il y a quelques années, aujourd'hui l'Andain est réduite à 56 hectares. La frénésie immobilière l'a fait perdre plus de 75% de ses réserves foncières et les seules terres restantes sont fortement menacées par la bétonisation à outrance. Nous allons tout faire pour préserver les 56,83 hectares qui restent. Oui, c'est le seul point vert de la ville de Rufisque. Cette zone regroupe plus de 185 producteurs. Plus de 185 producteurs. Plus de 400 employés indirects. Plus de 200 femmes journalières qui y travaillent. Donc ça, c'est énorme. Se souvenir de ce qu'était la zone de l'Indin il y a quelques années seulement renseigne suffisamment sur l'ampleur de cette forte urbanisation marquée par la disparition presque forcée des exploitations familiales par périmètres entiers suivant une cadence accélérée. Et à ce rythme, si l'on y prend garde, cette zone pourvoyeuse de légumes qui emploie directement plus d'une centaine de personnes risque tout bonnement de disparaître dans les prochaines années. Et place tout de suite au décryptage avec Pape Mokhtar Syllane.
Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans Grand Angle. Pour ce soir, la question du foncier au Sénégal sera au menu de ce décryptage. Et pour aborder le sujet, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mamadou Diangar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout à fait. Nous recevons également sur ce plateau Djibril Diallo, reporter à la rédaction de cette TV. Djibril Diallo, bonsoir. Bonsoir, Céline. Vous avez réalisé ce sujet qu'on vient de voir au niveau de l'Indin qui se situe dans la ville de Rufisque. Aujourd'hui, vous avez vu ces maraîchers qui exploitent ces terres, 56 hectares de terres à vocation agricole. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est facile pour ces maraîchers de travailler tranquillement dans cette zone au niveau de Rufisque? Absolument pas, parce que déjà, vous l'avez rappelé actuellement, les 186 producteurs sur place travaillent sur une surface de 56 hectares, ce qui est contraire, il y a de cela quelques années où la zone mesurait 200 hectares. Donc cette pression foncière renseigne à suffisance. Aujourd'hui, le problème dans lequel, ou plutôt le problème face auquel se trouvent donc ces producteurs-là, le constat que j'ai fait une fois sur place, ce sont ces maisons et ces champs de maraîchage qui se jouxtent et s'entremêlent. Donc je me suis dit que ça en dit long sur la situation de ces producteurs-là. Est-ce que ces producteurs arrivent à expliquer le fait qu'on est passé de 200 hectares à 56 hectares? Eux-mêmes ne peuvent pas comprendre, puisque déjà du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des problèmes fonciers. Un promoteur se lève un bon jour pour venir dire qu'il va construire une maison ou une résidence, parce que sur place, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de maisons. Parfois, quand on prend par exemple la route qui quitte Rufisque Est, la commune de Rufisque Est, où se trouve cette zone-là qui mène vers Bargny, à côté de la Sococim. Si vous êtes dans un véhicule, vous ne verrez même pas ces champs-là, vous ne voyez que des maisons. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, ces producteurs-là, ils ont vraiment des problèmes pour trouver des terres où mener leurs activités. Ils craignent même qu'à la longue, cette zone connue, en tout cas pour être une grande zone de trouvailleuse de légumes, disparaisse. Oui, en fait, récemment, il y avait eu un conflit entre ces maraîchers et un promoteur qui voulait installer une station-service au niveau de la zone maraîchère et qui a valu 15 à des maraîchers. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une multiplication de ces cas de conflit au niveau de cette zone, mis à part la station-service? Il y en a beaucoup, parce que déjà c'est une zone, j'allais commencer par là, subdivisée en domaine privé, domaine d'État et domaine national. Donc c'est ce qui explique cette confusion sur place. Effectivement, il y a eu ce conflit entre un promoteur de la société MK Excellence, si vous le permettez, et ces producteurs-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont levés un bonjour. Voilà, le promoteur s'est présenté pour dire qu'il va ériger une station d'essence à l'intérieur des périmètres maraîchers. Et eux, leur crainte, c'est cette pollution en vue, parce que déjà, n'oubliez pas qu'au Sénégal, les stations d'essence sont classées, elles font partie des établissements classés. Donc, la crainte aujourd'hui de ces promoteurs, plutôt de ces producteurs-là, c'est la cohabitation entre leur champ de maraîchage et cette station d'essence. Et source de pollution. Exactement. Si l'on sait qu'en fait ces maraîchers-là subissent déjà la pollution avec la Sococim. Avec la Sococim. Donc c'est dire qu'ils seront entre l'enclume de la Sococim et le marteau de cette station d'essence et l'autoroute à péage qui est aussi à quelques mètres de là. Donc ils craignent surtout sur leur comment dire, le côté de travail soit menacé. Exactement. Et surtout le rendement aussi, dirais-je. Parce que déjà, quand les périmètres, quand les terres sont polluées, ça peut impacter sur le rendement. Exactement. Et sur place, c'est 180 producteurs qui travaillent sur place. Donc c'est un emploi direct, sans compter les emplois indirects, les journaliers, les femmes qui viennent pour s'approvisionner. Donc c'est beaucoup d'emplois qui sont menacés. Est-ce que ces maraîchers, ces exploitants ont mené des démarches pour sécuriser leur outil de travail qui est la terre? Quand je l'ai posé la question, ils m'ont carrément dit qu'ils ont fait des démarches, non seulement auprès de la mairie de la commune de Rufisque Est. À l'époque, c'était Albendoy,
Et ils ont rencontré aussi le préfet. Mieux encore, ils ont vu les autorités étatiques, en l'occurrence le ministre de l'Agriculture, sous le régime de Macky Sall. Et d'ailleurs, d'après eux, Macky Sall avait même promis un décret qui devrait carrément classer cette zone-là, une zone non aedificandi et une zone exclusivement réservée à l'agriculture. Merci beaucoup, Djibril Diallo. Vous restez avec nous. Mamadou Diangar, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lindeng, qui est une zone à vocation agricole située en zone urbaine. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le dispositif réglementaire mis en place pour l'administration de ces genres de terrains à vocation agricole? Merci, M. Salan. Les terres à vocation agricole des zones urbaines sont régies par un décret de 1966, plus précisément un décret du 7 novembre 1966 qui encadre l'administration des terres à vocation agricole des zones urbaines. Il faut rappeler que la loi 1964 avait divisé les terres du domaine national en 4 zones. On a les zones des terroirs, les zones pionnières, les zones classées et les zones urbaines. Et dans le cas des zones urbaines, l'appellation de départ peut laisser croire qu'il s'agit de zones essentiellement destinées à des terrains à bâtir. Mais le législateur sénégalais a tenu en 1964 à considérer qu'il y a une partie de ces terres-là qui doit être réservée à l'agriculture. Et l'exemple que vous avez cité, Lindeng, on peut citer le cas également au niveau du technopole, où les gens s'activent fondamentalement dans le maraîchage. Ce sont ces terres-là que le législateur a voulu préserver entre les mains des populations habitant le milieu urbain et s'activant dans l'agriculture. Et donc c'est au titre de ce décret du 7 novembre 1966 que l'administration de ces terres-là est déterminée. Dans le cadre de cette administration, contrairement aux zones des terroirs, ces populations-là disposent de ce qu'on appelle des permis d'exploiter. Alors, la loi avait considéré, si vous allez au niveau de l'article 17, au moment de l'entrée en vigueur du décret de 66, tous ceux qui exploitaient ces terres maraîchères pouvaient continuer à les exploiter de plein droit. Indépendamment de ces personnes-là, toute nouvelle affectation d'un permis d'exploiter devait obéir à des conditions précises. Première condition, il faut être impérativement de nationalité sénégalaise. Deuxième condition, être domicilié dans la commune. Et troisième condition, s'engager personnellement à exploiter la terre à des fins agricoles. Et si ces 3 conditions-là sont réunies, la personne peut bénéficier d'un permis d'exploiter. Lorsque vous bénéficiez de ce permis d'exploiter maintenant, qui peut être délivré par le gouverneur, le décret précise que s'il s'agit de Dakar, Thiès et Saint-Louis, c'est le gouverneur qui délivre le permis d'exploiter après avis d'une commission diversement constituée. S'il s'agit des autres régions, c'est le préfet qui délivre le permis d'exploiter. Lorsque vous disposez maintenant de ce permis d'exploiter, il vous confère un droit personnel et sur lequel vous ne pouvez pas opérer aucune transaction. Vous devez simplement exploiter la terre à des fins agricoles, dont le maraîchage dont vous avez fait état tout à l'heure. À partir de là maintenant où vous avez votre permis d'exploiter et vous continuez à exploiter la terre, il ne peut pas y avoir à ce niveau-là de remise en cause de ce droit-là, sauf des situations bien précisées par la réglementation. Exactement. Oui, mais on a constaté aujourd'hui qu'avec l'urbanisation galopante, est-ce qu'il est aujourd'hui facile de préserver ces terres destinées uniquement à l'agriculture en zone urbaine? C'est aujourd'hui la menace fondamentale de l'agriculture ou de l'élevage en milieu urbain. C'est fondamentalement aujourd'hui la menace, cette urbanisation galopante, et c'est là où pour moi on a intérêt à réfléchir à 1000 fois. Faudrait-il aller dans cette logique de l'urbanisation à outrance au détriment de l'agriculture ou de l'élevage? Ne faudrait-il pas aller dans le sens de concilier l'urbanisation et la préservation de cet outil de travail des populations? M. Diallo l'a rappelé tout à l'heure, que les populations ont eu à voir le président de la République qui était dans la logique de sortir un décret pour édifier ces zones-là en zone non aedificée. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, il s'agit de zones maraîchères et en conséquence, ce sont des zones non aedificées. Leur destination première, c'est le maraîchage et non pas l'habitat.
Et d'ailleurs, normalement, lorsque vous disposez d'un titre sur ces terres-là, vous devez demander une autorisation de construire. Les services de l'urbanisme peuvent-ils autoriser une construction sur une zone maraîchère? Est-ce qu'on mesure les conséquences? De quoi s'agira-t-il? Il s'agira de remblayer pour pouvoir habiter. Est-ce qu'on mesure les conséquences connexes? Peut-être qu'on va y revenir plus tard dans le cadre des conséquences de ces occupations anarchiques ou des solutions, mais c'est dire simplement à ce niveau-là que les pouvoirs publics doivent tenir de la nécessité de préserver cet outil de travail en faveur des populations. Effectivement, le décret de 66 reconnaît à l'État la possibilité d'immatriculer ces terres qui servent d'agriculture en milieu urbain, de les immatriculer et de les céder à des tiers. Et c'est là où le problème réside, le fait de reconnaître à l'administration le pouvoir d'immatriculer ces terres et de les céder à des particuliers. Et là maintenant, lorsque l'État immatricule, ça rentre dans son domaine privé et il dispose de la libre disposition. Il peut donner en bail, il peut donner en titre foncier. Et à partir de ce moment, un promoteur immobilier qui réussit à avoir par le biais de l'État un bail ou un titre foncier demandera à ces gens-là de partir pour pouvoir instituer ou ériger son projet immobilier au détriment de cette agriculture-là. Et comme l'a dit, malheureusement, les services de l'urbanisme devraient pouvoir identifier ces terres non aedificandi et s'il y a à autoriser ou à accorder des baux ou des titres fonciers, que ces parties-là ne soient pas concernées. Malheureusement, on ne constate pas dans la pratique au quotidien. Exactement. Mais récemment, on a constaté que la Direction générale de l'administration territoriale a publié une cartographie des litiges fonciers et conflits communautaires. Et on a noté sur l'ensemble du territoire 307 conflits. Ouais. Mais qu'est-ce qui explique la multiplicité de ces cas de conflits sur l'étendue du territoire national? Nous avons touché un point du doigt, un des aspects, hein, c'est fondamentalement pour moi le non-respect de la réglementation en vigueur. Le Sénégal a réussi en 1964 avec la loi sur le domaine national, 1976 avec la loi sur le domaine public, le domaine de l'État de façon générale, à instituer une réglementation qui était de nature, quand il s'agit du domaine national, de préserver la terre entre les mains des populations autochtones, de faire de l'État le principal contrôleur de l'utilisation de son domaine afin d'éviter ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais on a comme l'impression qu'on est arrivé à un stade où cette réglementation-là est rangée dans les oubliettes et c'est des pratiques qui n'ont rien à voir avec le droit qui nous amènent dans ces situations-là. Si vous prenez le domaine national, la loi est claire avec le décret de 72 du 27 octobre 1972 qui portant sur l'affectation et la désaffectation des zones des terroirs. Je prends l'exemple des zones des terroirs. Pour être affectataire de la zone des terroirs, il faut être membre de la communauté et avoir la capacité de mise en valeur. Or, si vous observez aujourd'hui, ces personnes qui bénéficient de 10 hectares, de 5 hectares, est-ce qu'ils justifient de la première condition ? Qui est la capacité autant pour moi, l'appartenance à la communauté. Alors, ces hectares-là ou ces terres sont délivrés par qui? Par le conseil municipal à travers une délibération. Alors, lorsqu'une personne formule une demande, avant d'accorder la délibération, il faut vérifier est-ce qu'elle respecte les conditions posées par les textes. Si la personne ne les remplit pas, on écarte son dossier. Mais on semble fermer les yeux sur la première condition et on met beaucoup plus en avant la deuxième condition qui est d'ordre financier. Ça c'est la part du conseil municipal. Cette délibération-là, avant d'être exécutoire, doit être approuvée par le représentant de l'État, qui est soit le préfet ou le sous-préfet. Et récemment, en 2020, le président de la République l'a élargi au gouverneur quand la délibération dépasse plus de 50 hectares. Ce préfet, ce sous-préfet, ce gouverneur sont formés à l'École nationale d'administration, globalement. Quand un conseil municipal vous transmet une délibération d'affectation des terres des zones des terroirs, pourquoi la transmission, l'obligation de transmission, pourquoi la soumission à une approbation? C'est pour vérifier est-ce que le conseil s'est conformé à la réglementation. En conséquence, il me semble que le représentant de l'État ne devrait pas apposer son approbation
sans tenir compte du respect de la réglementation en vigueur. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est des hectares de terre qui passent comme ça entre les mains du conseil municipal et du représentant de l'État, et à la longue, des populations se réveillent. Exactement. Et on leur dit, ces terres-là ne vous appartiennent plus, on a obtenu un bail, on a obtenu un titre foncier. Parce que c'est là où on doit faire attention. Lorsque vous accordez 5 hectares, 10 hectares, dans une commune du Nord, on a accordé même 10 000 hectares à un investisseur étranger. Imaginez, 10 000 hectares. C'est une entreprise privée qui va chercher à sécuriser sa terre. La délibération vous confère un simple droit d'usage. Ça ne vous permet pas de l'apporter en garantie auprès des institutions financières pour pouvoir obtenir un financement. Alors, cet investisseur privé ou ce promoteur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'État de transformer la délibération en bail pour avoir beaucoup plus de sécurité juridique. Parce qu'à partir du bail, normalement, c'est un bail emphytéotique d'une durée minimale de 18 ans, maximum 50 ans, avec possibilité de prorogation et de renouvellement. Mais les promoteurs, les investisseurs privés ne se suffisent pas de ce bail-là. Ils demandent en plus à l'État de transformer le bail en titre foncier. Et finalement, ça devient un titre définitif et inattaquable. Exactement. Protection absolue. Exactement. Au détriment maintenant des communautés. Et c'est là où Maître Doudou Ndoye parlait d'une certaine injustice de la part de l'État. Des populations qui exploitent des terres pendant longtemps. Un investisseur arrive, soit disant qu'il a un projet agricole ou un projet immobilier, l'État désaffecte, immatricule en son nom. Au lieu d'attribuer ces terres-là aux populations qui les exploitaient pendant longtemps, on les attribue à un novice, qui ne va pas se contenter du bail, mais plutôt qui va demander la transformation du bail en titre foncier définitif au détriment de la population. C'est ce qui s'est passé à Dengler. Sauf que dans ce cas, c'est qu'en fait, la commune de Sindia a délibéré sur des terres appartenant à d'autres communes. Est-ce qu'en fait, le problème aussi des délimitations des communes, des différentes communes du Sénégal, n'est pas aussi la source du mal de ce conflit foncier? Tout à fait. C'est un problème majeur, et d'ailleurs le rapport des conflits fonciers que vous avez invoqué tout à l'heure est revenu dans certaines localités sur la nécessité d'opérer une nouvelle délimitation des territoires communaux au Sénégal, parce qu'il y a souvent ce manque de maîtrise de la délimitation territoriale d'une commune bien déterminée. Mais à ce niveau-là également, je pense qu'il s'agit d'une négligence majeure. Une autorité municipale, maire, doit, à la suite de son installation, connaître les limites de son territoire. Ça, pour moi, c'est la première des choses à faire lorsqu'on arrive à... Mais est-ce qu'il y a une délimitation claire des communes qui devrait être faite par peut-être l'État central? On parle d'absence de cadastre au niveau du Sénégal, mais dans tous les cas, quand vous allez au niveau du décret c'est un décret de 112 également qui organise l'administration territoriale au Sénégal. N'oubliez pas également l'érection d'une collectivité territoriale. Le décret qui institue la collectivité territoriale prévoit également ses limites territoriales. Lié à l'absence de cadastre, peut-être on peut avoir des soucis de délimitation bien précises, mais les gens ont considéré que ce phénomène-là s'est accentué avec la communalisation intégrale, où il s'agissait d'anciennes communautés rurales qui forment désormais une commune. Mais l'idée est que ces anciennes communautés rurales transformées en communes, il s'agit de plusieurs agglomérations. Exactement. On peut donc savoir que tel village fait partie de ma commune et que tel et tel autre village ne fait pas partie de ma commune. Lorsque vous prenez maintenant une délibération qui dépasse vos limites territoriales, à la limite, pour moi, c'est une négligence majeure de ces autorités locales-là et qui nous amène dans des difficultés comme cela a eu à se passer au niveau de Ndengler. Exactement. Mais à Dakar, on a constaté une urbanisation de plus en plus forte, même à l'intérieur du pays, et on voit de plus en plus de terres de culture menacées, aussi des forêts qui étaient déclassées. À ce rythme, est-ce qu'on ne va pas arriver à un déséquilibre des quatre catégories de terres qui ont été notées au niveau de la loi de 64 sur le domaine national? Oui, je pense que, comme un grand auteur, Philippe Yolkas, s'était interrogé en France en disant la France est un État sans domaine public. À la suite de nombreux déclassements, je pense aujourd'hui également au Sénégal, on peut se poser cette question-là. Le Sénégal est un État sans domaine national.
alors qu'on peut se glorifier si on a connu une certaine stabilité sociale, indépendamment de la stabilité politique, c'est en grande partie lié au fait qu'on n'a pas connu de conflit lié au foncier. Or, si on ne fait pas attention, je pense que c'est une bombe à retardement. Mais est-ce que la Casamance aussi, ce n'est pas un cas aussi? Si on ne fait pas attention, c'est une bombe à retardement parce que de plus en plus, comme vous l'avez rappelé, que ça soit les zones des terroirs sont désaffectées au profit d'investisseurs privés, nationaux ou étrangers. Les zones classées, aujourd'hui le problème de l'environnement, la question environnementale se pose. Regardez en 1964, les autorités sénégalaises se sont dit, il y a de ces zones-là qui doivent être protégées du point de vue de leur écosystème naturel. Exactement. Et on a parlé de zones classées. Exactement. 1964. Et pour moi, c'est une position futuriste de ces autorités à l'époque. Comment imaginer maintenant, en 2024, où la question environnementale se pose avec beaucoup plus d'acuité, qu'on puisse se permettre de déclasser des forêts? C'est là où on s'interroge. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Sommes-nous pas en train de détériorer notre écosystème? À Lukagne, à Thiès, qu'est-ce qu'il en reste? La forêt de Mbao, aujourd'hui avec le train express régional qu'il a découpé en deux, ça devient une zone à forte potentialité immobilière. Et si on ne fait pas attention, on va dans la logique de son déclassement. Et même la forêt de Bandia aussi. La forêt de Bandia. Donc finalement, ce pourquoi les autorités de 64 luttaient, nous sommes en train de tout remettre en cause. Exactement. Les zones agricoles dans le milieu urbain, avec ce cas bien précis, en est une forte illustration. Prenez la zone du Technopole, qu'est-ce qu'il en reste en termes de production maraîchère? Et donc finalement, on est dans la logique d'une excroissance du domaine privé de l'État, parce que c'est des terres qui sont immatriculées au nom de l'État, au détriment du domaine national, qui avait réussi à permettre aux populations locales d'utiliser et d'exploiter la terre à leur profit et pour les subsistances de leur famille. Exactement. 1964, la loi sur le domaine national. 2024, 60 ans après, on a vu le président de la République se déplacer à Thiès pour s'inquiéter de la situation du foncier au niveau de Mbour 4. Et puis on a vu aussi l'arrêt des travaux sur la corniche. Mais ces actes posés par le président de la République, par son gouvernement, sont des axes qui encouragent un peu à lutter contre la prédation foncière et la spoliation foncière. Oui, c'est des actes forts. Hein. C'est des actes forts et qui suscitent également des interrogations. Le fait de se déplacer à Mbour 4, effectivement, pour moi, c'est un déplacement qu'on pourrait qualifier d'inédit, mais en tout cas qui a tout un sens, d'un président de la République qui veut s'enquérir de la profondeur du mal. Constater sur le terrain combien le mal est profond, à ce niveau-là, c'est tout à fait salutaire. Et il est dans sa logique de rupture systémique, de revenir sur tout ce que nous appelons aujourd'hui spoliation foncière. Et le mal est là, nous tous, nous avons fait le constat. Mbour 4 est un exemple, mais il y en a d'autres Mbour 4 sur toute l'étendue du territoire national. Qu'il ait donc décidé d'aller à Mbour 4 pour constater la situation, nous ne pouvons que saluer et espérer que les solutions idoines seront apportées. Et ça nous permettra de faire la transition avec la corniche. Attention, est-ce que ces personnes-là n'ont pas réussi déjà à obtenir des baux ou un titre foncier? Si c'est le cas, c'est des personnes à qui la loi reconnaît un droit de propriété protégé par la Constitution, la Charte fondamentale à son article 15. Lorsque vous bénéficiez d'un titre foncier, vous avez un droit définitif et inattaquable. Et la Constitution considère que ce droit de propriété est protégé. Nul ne peut en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique. Et c'est là où, pour moi, les autorités publiques ne font pas attention. Lorsque vous accordez un titre foncier, pour remettre en cause ce titre foncier, vous êtes obligé de passer par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, ces personnes-là qui ont bénéficié de ces délibérations, généralement, c'est par le biais de sommes modiques. Elles les transforment en baux, par la suite en titres fonciers. Quand l'État devra les exproprier, ce sera à quel prix? Et c'est le trésor public qui va souffrir. Or, juridiquement, nous disposons
de techniques qui sont de nature à permettre à une personne de valoriser son investissement sans que l'État perde son droit de propriété sur la terre. C'est la technique du bail amphithéotique ou la concession de droit de superficie. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez un bail amphithéotique, il vous confère un droit réel sur la terre pour une durée de 18 ans au minimum, 50 ans au maximum, avec possibilité de prorogation et de renouvellement. Ce droit réel, vous allez devant une institution financière, mais elle va vous donner de l'argent pour valoriser votre investissement. Au bout de 18 ans, au bout de 25 ans, 30 ans, 50 ans au maximum, quel est l'investisseur qui peut nous dire qu'il n'a pas arrivé à amortir son investissement? Et à la fin du bail, l'État reprend sa terre. Soit il demande à l'investisseur de remettre la terre à l'état initial, ou bien il reprend tout sans indemnité. Ouais, mais en fait, si l'on suit votre argumentaire, c'est qu'en fait, on comprend qu'il n'y a pas une nécessité de faire une réforme foncière au Sénégal. Je ne dirais pas jusqu'à affirmer qu'il n'y a pas lieu ou nécessité de faire une réforme. Il y a peut-être pour moi à réactualiser les textes, mais pour moi les fondamentaux sont là. Okay. Les fondamentaux sont là. En termes d'outils techniques, on a réussi avec la loi de 1976, avec la loi de 64, à doter le Sénégal d'outils qui sont de nature à permettre à l'État de rester propriétaire de la terre tout en la valorisant. Mais malheureusement, on a constaté qu'on a préféré recourir au droit le plus absolu, le titre foncier, au détriment de l'État. Et c'est là où on n'arrive pas à comprendre. Et à ce niveau-là, il faut considérer que les pouvoirs publics devraient se dire qu'on soit dans le domaine national, lorsqu'on doit désaffecter et immatriculer, il faut simplement aller dans la logique d'accorder des baux et non pas la logique d'accorder des titres fonciers. Et là, je parle simplement peut-être des promoteurs qui vont dans le sens de l'agriculture et autres. Peut-être en matière d'habitation, on peut conférer aux gens plus de sécurité avec des titres fonciers. N'oubliez pas, mis à part Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, dans une moindre mesure Thiès, l'essentiel des Sénégalais ne disposent pas de titres fonciers. Moi, par exemple, ma maison au village, je n'ai qu'un permis d'habiter. Parce que c'est des terres du domaine national. Pourquoi maintenant on devrait déclasser à grande échelle ou désaffecter à grande échelle et attribuer cela à quelqu'un dans le cadre d'un titre foncier au détriment de la majorité? Vous prenez le cas de la Corniche Ouest. Domaine public maritime, on parlait tout à l'heure des zones non aedificandi. La loi de 76, du 2 juillet 76 précise que au niveau de l'article 4 et l'article 5 par rapport à la délimitation du domaine public maritime, que c'est un domaine, pour le DPM, c'est 100 mètres de large à partir des rivages atteints par les plus fortes marées, et cette bande de 100 mètres de large est inconstructible. Sinon, on ne peut y autoriser que des installations légères, mobiles et démontables, à travers ce qu'on appelle la permission de voirie au Sénégal. Pour des logiques maintenant de valorisation, d'exploitation économique, le législateur a prévu à l'article 19 la possibilité de déclasser. Mais c'était dans une logique de valorisation. Puisque vous ne pouvez autoriser que des installations légères, mobiles, démontables. Si vous voulez construire, je donne l'exemple du quai de pêche de Soumbédioune. Est-ce qu'on pourrait l'édifier? Vous voyez que non, parce qu'on a dit installation légère, mobile, démontable. L'État donc peut déclasser pour permettre une construction en dur. Pour les besoins du tourisme, lorsque vous voulez qu'un réceptif hôtelier s'installe auprès du littoral, il ne peut pas faire des installations légères, mobiles, démontables. Pour ce cas, on peut déclasser. Exactement. Or, si on regarde dans la majorité des cas, effectivement, il y a des réceptifs hôteliers, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est des déclassements au profit de particuliers qui érigent des maisons à usage d'habitation au détriment de la grande masse des Dakarois ou des Sénégalais, parce que le même phénomène, vous l'avez au niveau de la Petite Côte, vous l'avez au niveau de Cap Skirring, vous l'avez au niveau de Saint-Louis. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on ne fait pas attention à la longue, ce qui est domaine public va disparaître, et ce qui est
domaine national va disparaître et même le domaine privé de l'État, parce que l'État a un recours qu'on pourrait peut-être qualifier d'abusif à la transformation des baux en titres fonciers à son détriment. Et à ce niveau-là, peut-être maintenant, c'est là où on pourrait considérer qu'il y a nécessité à réformer, interpeller l'État par rapport à ces outils-là et considérer que la vente doit être utilisée en situation d'extrême. Et qu'on ait recours aux baux, par exemple, qui sont de nature à permettre à l'État de tirer profit de ces terres tout en restant le propriétaire. Merci beaucoup, Mamadou Diagar. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est bon. Djibril Diallo, merci. Merci beaucoup, Pape Makhtar. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Merci Pape Mokhtar Sellane pour ce décryptage. En religion, à présent, la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine se tient du 18 au 20 mai. L'édition 2024 année mariale décrétée par l'archidiocèse de Dakar revêt un cachet particulier avec l'érection de nouveaux édifices, notamment le sanctuaire et la grotte mariale bénie en décembre 2023. Le sanctuaire qui a été consacré par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, va abriter le cérémonial immersion au sanctuaire marial de Popenguine avec Germaine Anastasie Diouf et Papis Dem. C'est la solennité de l'Ascension à la basilique Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine. Les fidèles célèbrent la montée du Christ vers le Père. L'Ascension est fêtée 10 jours avant la Pentecôte. C'est pendant la Pentecôte que les autorités ecclésiastiques ont choisi de tenir le pèlerinage marial de Popenguine. Il leur a dit, si je ne m'en vais pas vers le ciel, le Saint-Esprit ne vous sera pas donné. Donc on pourrait dire que une des raisons principales de cette montée de Jésus vers le ciel, c'est pour qu'il puisse ensuite envoyer l'Esprit de son Père vers le monde. Les débuts de l'évangélisation à Popenguine remontent à 1885. Des pères missionnaires prennent la direction de la Petite Côte pour faire connaître l'Évangile. L'Alsacien Père Strub visita le village. L'Évangile y trouva bon accueil. En 1887, le Père Picarda suit les pas de son prédécesseur. Il est fasciné par la tranquillité de cette bourgade. Son amour pour la Madone, marié à ses expériences pastorales, le conduit à établir un sanctuaire à la Vierge, à l'image de Notre-Dame de la Délivrande au diocèse de Bayeux, en France. Ils l'ont mis en lien, en jumelage avec un autre village de France qu'on appelle la Délivrande, le village de la Délivrande. C'est pour ça qu'ici ça s'appelle Notre-Dame de la Délivrande et non pas de la Délivrance. C'est le nom d'un village, c'est Notre-Dame de la Délivrande. Comme on pourrait dire ici, Notre-Dame de Popenguine. Popenguine, c'est un village. La signification étymologique de Popenguine est définie en Wolof, la tête du serpent. Invitée dans ces lieux, Marie a bien trouvé sa place, elle qui fut annoncée par Dieu comme celle devant écraser la tête du serpent infernal. Il n'y a pas eu une apparition ici à Popenguine. C'est seulement l'évêque de Popenguine qui a voulu rendre ce lieu public, un lieu de pèlerinage. Entre cette invitation et qu'elle soit venue et une apparition, il vaut mieux qu'elle soit venue parce qu'on l'a invitée qu'une apparition. L'année pastorale 2022-2023 a été dédiée à la Vierge Marie dans l'archidiocèse de Dakar. Occasion ne saurait être plus belle pour construire une nouvelle grotte mariale à Popenguine. C'était un défi, un challenge que l'archevêque a lancé. Nous y avons travaillé de toutes nos forces et aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné. Mais c'est vraiment l'occasion pour moi
au nom de l'archevêque de Dakar, de remercier tous les fidèles du Christ, tous les les donateurs, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient aussi musulmans. 100 millions, c'était le projet de départ, c'était le devis du projet initial. Mais actuellement, nous en sommes à plus de 160 millions. Donc le budget est largement dépassé et ce n'est pas encore fini. Cette année mariale est prolongée en 2023-2024 dans l'optique de finaliser le projet financé par l'Église. C'est le 8 décembre 2023, en la solennité de Marie Immaculée Conception, que l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dédicace la nouvelle grotte. Cette grotte est d'une architecture rare qui reflète à la fois les valeurs de l'Église et de la culture sénégalaise. C'était vraiment un projet pour réfectionner l'ancienne grotte. Et quand l'archevêque de Dakar actuel, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a hérité du projet, c'est lui qui a voulu maintenant qu'on sorte la calebasse, une calebasse dans la roche de Popenguine. Une grotte, c'est entouré de pierres. Les fidèles sont satisfaits de l'initiative de l'archevêque de Dakar. Ils se réjouissent de pouvoir à nouveau se recueillir au pied de la Dame de la Délivrande, cette dame qui fait leur choix. rafet na torop kontaan nañu ci liggéey Monseigneur ak ñëpp ñi ko entouré gis naa Maman Marie yaakaar naa li ma ci ñaan dinaa ci am ndam. def lii ki wax lii man de sama xol bëgg na ci moom yàlla na suñu Mariama nag dañu may nag ndam bi génneñ ci yeneen tolof li surtout ci jamono ji ñu nekkee léegi. Nous devons avoir l'habitude de venir très souvent, se recueillir en famille, en groupe d'amis ou même tout seul, prendre son chapelet, demander à la Vierge Marie ndax yaay doo ko ñaan dara te du la ko may chaque jour dama koy ñaan te chaque jour moo may nag. C'est le jour de consécration du nouveau sanctuaire marial. L'instant est solennel. Le célébrant Monseigneur Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, fait son entrée avec les officiels, tous drapés de chasubles aux couleurs et à l'effigie de la Vierge Marie. La cérémonie est marquée par la consécration de l'autel, par l'huile, l'encens, puis il est revêtu et arrive la lumière. La dédicace de l'autel, comme la dédicace d'une église, c'est la bénédiction la plus importante. Pour dire que l'autel, ce n'est non seulement pas la pierre, mais c'est le Christ. Et donc c'est un signe qui est très important autour duquel les chrétiens se rassemblent dans leur foi et dans leur prière. Que donc véritablement, ce lieu dédicacé, c'est-à-dire ôté du profane, c'est-à-dire consacré, dédié exclusivement au culte divin, puisse nous aider dans notre cheminement de sanctification. Le dépôt des reliques de saints au bas de l'autel est aussi d'une importance éminente. La tradition de l'Église garde comme trésor ce qui reste des personnes qui ont été reconnues saintes. Mais non pas au même niveau, en haut, mais en bas. Ce sont des reliques des martyrs de l'Ouganda. C'est très important. On est en Afrique. Il y a des reliques d'Anne-Marie Javoué.
Il y a aussi enfin troisièmement les reliques de ceux qui ont eu l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, Lucie et Jacinthe. Dans son homélie, le cardinal Pietro Parolin exhorte les fidèles à s'attacher à la Mère du Seigneur. Nous, comme catholiques, devons nourrir une grande et filiale dévotion pour la Vierge Marie. Et cela pour la simple raison que Marie nous a porté Jésus-Christ et nous porte à Jésus-Christ. Comme enfants de Marie, voulons-nous vivre une vie remplie de grâce. Chers frères et sœurs bien-aimés, pour vivre une vie remplie de grâce comme Marie, nous avons besoin d'une foi inébranlable en Dieu. Ce joyau architectural est bâti sur une superficie de 20 800 mètres carrés avec 30 500 places assises. Il comprend un chœur majestueux en forme centrique qui rappelle la communion des fidèles. 12 poutres s'arc-boutent sur le chœur, rappelant les 12 apôtres. Un clocher s'élevant à plus de 50 mètres de haut, symbolisant l'élévation vers le Seigneur recherchée par les fidèles. Comme tout fidèle, c'est un sentiment d'action de grâce. Nous avons essayé de relever ce défi, ce grand défi qui était de construire un sanctuaire, un lieu de culte assez complexe parce que, en plus d'un bâtiment, ce n'est pas un bâtiment classique, c'est un bâtiment qui reçoit du public. Et donc ça demande beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de normes à respecter pour des bâtiments recevant du public, des normes de sécurité, des normes de fonctionnalité, bien sûr également des normes d'esthétique si c'est possible. Voilà, c'est tout cela qu'on a essayé de combiner pour aboutir à ce travail. L'infrastructure est divisée en 4 tranches. Les 3 sont constituées des extensions, les places assises avec l'ajout de 2 aménagements extérieurs. La première tranche abrite l'autel construit sous forme de livre ouvert. C'est ce que le concepteur a voulu, que l'autel se conjugue avec la parole de Dieu sous forme de Bible ouverte, pour nous évangéliser, pour nous donner la bonne nouvelle, pour nous convertir à l'amour de Dieu à travers le Christ et la Vierge Marie. Le projet est entièrement financé par l'État du Sénégal. Pour un coût global de 2 926 262 093 francs. Le programme spécial de modernisation des sites et cités religieux a apporté un appui considérable à l'Église en la dotant notamment d'infrastructures et de moyens importants pour la construction de nouveaux édifices religieux et la rénovation d'anciens comme les sanctuaires diocésains, entre autres. L'État doit accompagner les fidèles. Alors donc, créer les conditions pour que les fidèles puissent s'adresser au Dieu unique en qui nous avons confiance, je pense que c'est une très bonne chose. Certains sont même venus de l'extérieur du pays pour assister à l'événement. Ce sanctuaire est un signe, un grand signe pour le Sénégal, pour l'Afrique. C'est le signe de la vitalité des chrétiens ici. Et aussi, pour nous, c'est une manière aussi de dire au monde entier qu'en Afrique, nous avons des lieux où vraiment dignes pour, n'est-ce pas, célébrer, n'est-ce pas, le Seigneur. C'est formidable quand même, vraiment. Vraiment, nous disons merci à l'État du Sénégal, plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté chrétienne. Vraiment, je suis très content. Surtout les moments de prière avec les reliques des martyrs de l'Ouganda et les reliques de Anne-Marie Javoué. Que la paix règne partout au Sénégal, en Afrique et dans le monde.
le vent de l'Esprit Saint continue à souffler dans notre pays. Que le feu qu'on attise ici soit un feu d'amour, un feu de cohésion, un feu de citoyenneté. Le pèlerinage marial de Popenguine se tient chaque année durant la fête de Pentecôte, solennité durant laquelle les fidèles reçoivent le Saint-Esprit. La 136e édition va se tenir ici même au nouveau sanctuaire. Des milliers de fidèles vont venir de partout dans le monde pour assister à la célébration eucharistique, célébration qui sera cette année présidée par le pasteur de Thiès, Monseigneur André Gueye. Et c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, nous vous laissons avec le cadrage, carte postale, mais également le sommaire du prochain numéro. Merci, à très bientôt. C'est une pratique qui se dégrade de jour en jour. Parce que quand on fait la comparaison entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a nettement une différence. Et cette différence-là est liée au manque de professionnalisme et au manque d'encadrement et au manque de lois qui protègent les journalistes professionnels qui ont fait des études au CESTI, une formation de 3 ans en passant par un concours très sélectif et qui ont suivi une formation complète, qui sont de vrais professionnels des médias. Ces gens-là, on ne les voit pas souvent dans les médias. Parce que pourquoi les gens préfèrent aller prendre des gens qui n'ont pas fait de formation et qui ne sont pas payés sur la base de la convention collective des journalistes parce que ça leur facilite le travail économiquement et autres. Mais du coup, le produit fini, le contenu n'est pas parfait. Ce n'est pas un travail journalistique. Comme je l'ai dit tantôt, il ne suffit pas de maîtriser la technique pour être un bon journaliste. Ça ne suffit pas. Il y a des éléments, il y a le béaba, l'éthique, la déontologie, comment on traite un sujet délicat, comment on traite un sujet sensible, comment ne pas verser dans l'émotion et le sensationnel. Ils ne sont pas du tout respectés. Je vois beaucoup de gens qui se disent chroniqueurs. Mais la chronique, c'est le travail d'un journaliste. La chronique, c'est le travail d'un journaliste. C'est comme quand on dit les lanceurs d'alerte à la base. C'est un métier. Les premiers lanceurs d'alerte sont des Américains, Watergate. Ce sont les premiers lanceurs d'alerte, c'était des journalistes. Parce que le journaliste, quand il a l'information, il sait comment la traiter. Il ne va pas tout mettre sur la place publique parce qu'on lui a appris la collecte et le traitement de l'information, la hiérarchisation de l'information et la protection de ses sources. Donc vous voyez, il y a nuance. Maintenant, je vois tout le monde qui dit « je suis chroniqueur ». Mais chroniqueur en quoi? Où est-ce que vous avez appris ça? Il ne suffit pas de parler devant un micro, derrière la caméra pour se dire chroniqueur. La chronique, c'est le travail du journaliste. C'est ça le problème. Et je pense que les associations professionnelles de défense des droits des journalistes, telles que Saint-Pix, Cored, CRJS, tous ces gens-là, et nous aussi, CESTI, École de journalistes, on doit essayer de collaborer pour combattre ça, si ce n'est trop tard, combattre ça, parce que ça rétrograde le métier en fait, de journaliste. Et le journalisme est un métier très sacré. Mais effectivement, parce que c'est comme je vous disais, tout le monde, les gens qui pensent qu'ils ont une petite chaîne YouTube, ils font des lives sur Facebook, ils sont des journalistes. Ils ne sont aucunement des journalistes. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Mais ça aussi, il y a une part, une part que je vais incomber aux journalistes. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de journalistes qui vont s'informer via les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont dans la précipitation, avoir le buzz. Je vais faire le buzz, je vais avoir le scoop. Donc, si par exemple un liveur donne une information, certains journalistes ne prennent même plus la peine d'aller vérifier l'information parce qu'ils se disent, un tel l'a donné sur son compte Facebook, Twitter ou je ne sais quoi. Donc, moi aussi, il faut que je donne cette information-là, sinon je suis has-been. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le métier demande des techniques. Le métier demande la patience parce que la vérification des faits est sacrée dans le métier.